Alors, pour que l'utérus soit maintenu dans sa place, on a des moyens de fixité qui assurent la fixation de l'utérus. Ces moyens-là, on a en bas le vagin qui est situé juste sous l'utérus, à côté du diaphragme pelvien. Le diaphragme pelvien ou bien le plancher urogénital, ou bien le diaphragme urogénital, il assure également la fixation en bas de l'utérus. Et on a également plusieurs ligaments. Le premier, c'est latéral, c'est le ligament large de part et d'autre de l'utérus, de part et d'autre des bords latéraux de l'utérus. Et c'est quoi ce ligament large? C'est un ligament, comme son nom l'indique, il est large et il est constitué de péritoine qui est latéral à l'utérus. On a le péritoine, il tapisse, on a dit, le corps de l'utérus. Et lorsqu'il va descendre dans les bords ou bien au niveau des bords latéraux de l'utérus, on a les deux feuillets postérieurs et antérieurs péritoniaux. Ils vont se coller pour former les ligaments larges de part et d'autre de l'utérus. Et ce ligament large-là, il présente deux segments. Un segment supérieur, c'est mobile, ce qui s'appelle le mésomètre. Et et il est mince, il est mobile et mince. Et un segment inférieur, c'est le paramètre, le voilà. Alors le paramètre, c'est le seul qui est présent, c'est le seul segment qui est présenté ici par le ligament large. Alors le paramètre, c'est quoi? C'est tout simplement un segment du ligament large qui est inférieur et qui est épais et fixe. Ça, c'est latéralement. Antérieurement, c'est-à-dire en avant, la fixation de l'utérus se fait par un ligament qu'on a déjà vu, c'est le ligament rond. Le ligament rond, il est juste en avant des cornes de l'utérus. Voilà la corne qui se prolonge avec la trompe utérine. Ici en avant, on a le ligament rond. Le ligament rond qui passe, on a dit, qui traverse le canal inguinal. Voilà, ça c'est le ligament rond de part et d'autre des cornes à gauche et droite de l'utérus. Et juste en arrière de cette corne, on a le ligament utéro-ovarien. Le ligament utéro-ovarien, gauche et droit, il est, comme son nom l'indique, l'utérus à l'ovaire et ils sont situés juste derrière la corne utérine. Et toujours en arrière, comme moyen de fixité, on a un ligament très important, c'est le ligament utérosacré qui lie l'utérus comme son nom l'indique, au sacrum. C'est postérieur, voilà, il est, comme vous pouvez voir, la face postérieure de l'utérus au sacrum. Alors, on a notre ligament qui est en avant, qui n'est pas dessiné ici, mais c'est le ligament utérovesical qui lie, comme son nom l'indique, l'utérus à la vessie en avant. Alors voilà, on a dit latéralement, c'est le ligament large. Et on peut voir que sa partie, c'est son segment inférieur qui est le paramètre, alors que le mésomètre, c'est en haut. Et on a dit que en arrière, on a le ligament utérosacré. Et sur cette coupe transversale, on peut bien voir les moyens de fixité. Alors, on a dit que le péritoine, il va tapisser le corps utérin. Ce péritoine-là, sur ses faces, il va créer des cul-de-sac en avant, un cul-de-sac qui sépare l'utérus de la vessie qui s'appelle le cul-de-sac vésico-utérin. Et en arrière, on a notre cul-de-sac, c'est juste un pli ou bien un repli du péritoine qui sépare également l'utérus de rectangle qui s'appelle le cul-de-sac de Douglas. Alors, latéralement, toujours le péritoine, ces deux feuillets péritoniaux antérieurs et postérieurs, ils vont se coller pour former un ligament large, voilà, qui est large. Ce ligament-là s'appelle le ligament large. Ce ligament large, il est divisé en deux segments. Segment supérieur, qu'on peut voir ici, c'est le mésomètre et un segment inférieur, c'est le paramètre qu'on a déjà vu. Et puis, on a les autres ligaments. On a en avant le ligament rond, le voilà, qui est juste en avant de la corne. Et en arrière de la corne, on trouve un autre ligament, c'est le ligament utéro-ovarien. Et puis, en arrière, on a dit que on a le ligament utérosacré qui lie l'utérus au sacrum. Et un autre ligament qui n'est pas schématisé ici, mais c'est le ligament vésico-utérin qui est en avant. Voilà. Alors, sur cette vue latérale ou bien sagittale, voilà, on a l'utérus, elle est là. Et en bas, on trouve quoi? Il est fixé en bas par le vagin. Voilà, le vagin. Aussi, on a le plancher périnéal qui assure également la fixation de
de l'utérus. Et on peut voir ici le péritoine qui tapisse le corps utérin. Et on a dit qu'il va former en avant le cul-de-sac vésico-utérin entre la vessie et l'utérus. Et en arrière, c'est le cul-de-sac de Douglas entre le rectum et l'utérus. Et on a également des ligaments. Le premier, c'est un ligament antérieur. Elle est en avant de la corne. Voilà la corne utérine qui se prolonge avec la trempe utérine. En avant de cette corne, on a le ligament rond. Et en arrière, on a de la corne. On a quoi? On a le ligament utéro-ovarien qui fixe l'utérus à l'ovaire. Voilà, sur cette coupe frontale de l'utérus, on a latéralement sur les bords latéraux, on a dit qu'on a le ligament large. On a avec ces deux segments, le segment en haut, c'est le mésomètre, qui est mince et mobile. Et en bas, on a un segment qui est large et fixé, le paramètre. On a dit que le ligament large, il est formé tout simplement par l'accoulement de deux feuillets péritoniaux. Donc voilà, sur cette image qui est latérale de l'utérus, voilà notre utérus, et on a en haut, le corps il est tapissé par le péritoine. On a dit que le péritoine il va former sur sa face latérale, ses faces, ses feuillets antérieurs et postérieurs vont se coller pour former ce qu'on appelle le mésomètre en haut et le paramètre en bas. Cette coupe latérale, il montre les ligaments de l'utérus. Voilà l'utérus. Elle est fixée, on a dit qu'il est fixé latéralement par le ligament large. On peut voir ici le paramètre du ligament large. Et on a dit que on a en avant de corne, on a le ligament rond. En arrière, on a le ligament utéro-ovarien. On a dit également que en arrière, on a le ligament utérosacré. Voilà, qui fixe l'utérus au sacrum. En avant, on a dit que non, un autre ligament, c'est le ligament vésico-utérin qui fixe la vessie, bien l'utérus à la vessie. Voilà, sur cette image, c'est une coupe qui est frontale de l'utérus. On a voilà, la vessie en avant, l'utérus en arrière, et au-dessus de l'utérus, on a le vagin. Et plus en arrière, on trouve le rectum. Comme moyen de fixité, on a dit que latéralement, on trouve un ligament large, c'est celui-là. C'est l'accolement de deux feuillets péritoniaux antérieurs et postérieurs. Il va former ce ligament-là. Tout ça, c'est le ligament large. Alors, ce ligament large-là, on a dit que il est divisé en deux segments. Le segment supérieur, c'est le mésomètre, et le segment inférieur, c'est le paramètre. Pour le mésomètre, elle est divisée en trois ailerons. On a des ailerons de mésomètre. Le premier aileron, c'est l'aileron funiculaire, ou bien c'est tout simplement, elle est confondue avec le ligament rond. Voilà le ligament, rappelez-vous, c'est en arrière de corne. Voilà le ligament rond. Ça, c'est l'aileron funiculaire du ligament large. Le deuxième aileron, c'est l'aileron tubaire. L'aileron tubaire au niveau de la trempe. C'est ça, c'est l'aileron tubaire, ou bien qui s'appelle également le mésosalpinx. Salpinx, c'est par rapport à la trempe. Ça, c'est la trempe. On a ici, c'est l'aileron tubaire, ou bien ce qu'on appelle également le mésosalpinx. Troisième et dernier aileron, c'est l'aileron postérieur. L'aileron postérieur, c'est en arrière de corne, c'est celui-là. Toujours, ça, c'est pour la partie supérieure du ligament large, c'est le mésomètre. On a trois ailerons, aileron antérieur, aileron tubaire et aileron postérieur. Cet aileron postérieur, c'est tout simplement, il va se confondre avec le ligament utéro-ovarien. Voilà. On a dit que en bas, on trouve quoi? On trouve la partie qui s'appelle le paramètre. Toujours, on est dans le ligament là. Et voilà, juste pour l'information, le ligament postérieur de l'utérus, c'est le ligament utérosacré. Alors sur cette vue latérale, pour bien voir les moyens de fixité, voilà, ça c'est le rectum, et en avant on a le vagin, le voilà, et en haut du vagin on trouve l'utérus. Et voilà, ça c'est la trempe, et ça c'est l'ovaire. Alors l'utérus, elle est fixée, on a dit en haut, on a le péritoine qui tapisse uniquement le corps, alors que l'isthme et le col sont dépourvus de péritoine. Et le péritoine ici s'appelle également le périmètre. Voilà. Alors on a dit que sur les bords latéraux de l'utérus, le péritoine avec ses deux feuillets, le feuillet antérieur et le feuillet postérieur, vont se coller pour former un ligament qui s'appelle le ligament large. Le ligament large droit, le ligament large gauche. On a dit que le ligament large, on a les constitué de deux segments. Le segment supérieur qui s'appelle le mésomètre et qui est divisé en trois ailerons.
Et on a un segment inférieur qui s'appelle tout simplement le paramètre. Et juste pour l'information, voilà en arrière, voilà ça, le 6 c'est pour le ligament otiro-sacré, c'est entre l'utérus et le sacrum. Voilà le ligament rond qui est en avant de la corne et en arrière, le 10 c'est pour le ligament otyro-ovarien. Alors sur cette vue latérale, voilà, on a la vessie en avant, et puis on a le vagin et en haut l'utérus, et plus en arrière, on a le rectum. Alors on a dit que latéralement, le péritoine va former le ligament large, voilà le ligament large avec ces deux parties, et avec le mésomètre qui est formé par des ailerons. L'aileron antérieur, c'est le ligament rond, et l'aileron postérieur, c'est tout simplement le ligament otyro-ovarien. Il ne faut pas oublier également l'aileron de Salpinx ou bien de la trompe qui s'appelle également le mésosalpinx. Alors on a fini avec la description de l'utérus, sa configuration interne et externe, et puis on a étudié les moyens de fixité. Passons à l'anatomie topographique, c'est-à-dire les rapports de l'utérus avec les autres organes. Alors commençons par le corps utérin, puis on va voir le col utérin. Alors le corps utérin, on a dit qu'il a deux faces. On a une face antérieure ou bien la face antéro-inférieure. Elle est en rapport, comme vous pouvez voir, avec la vessie, dont elle est séparée par le péritoine qui forme ici le cul-de-sac vésico-utérin. Et en arrière, on a quoi? En arrière, on a le rectum, qui est en rapport avec la face postérieure ou bien la face postéro-supérieure de l'utérus, dont il est séparé également par le péritoine. Et ici, le péritoine, il va former un autre cul-de-sac ou bien un repli qui s'appelle ici le cul-de-sac de Douglas, séparant l'utérus du rectum. Toujours, on est dans le corps utérin. On a dit que le corps utérin, il a deux angles. On a qui s'appellent les angles latéraux, deux angles latéraux, qui sont les cornes droit et corne gauche. De chaque côté de corne, ils partent les ligaments, le ligament rond en avant et le ligament otyro-ovarien en arrière. Alors, par la suite, pour les bords, on a trois bords. On a le bord supérieur qui présente le fond utérin. Il est en rapport toujours par l'intermédiaire du péritoine avec les anses intestinales et le côlon sigmoïde. On a les deux bords latéraux, gauche et droit, de corps utérin sont en rapport avec le ligament large. Le ligament large qu'on a déjà détaillé, c'est juste un prolongement de péritoine, c'est l'accoulement de ces deux feuillets antérieurs et postérieurs qui vont former ce ligament qui est latéral à l'utérus. Alors ça, c'est pour le corps utérin. Passons au col utérin. Les rapports pour le col utérin, ça diffère entre ces deux segments. Alors rappelez-vous, le col utérin, il est divisé par l'insertion de vagin sur l'utérus en deux parties. Une partie qui est supravaginale, c'est-à-dire au-dessus du vagin, c'est-à-dire elle n'est pas dans la cavité vaginale. Une partie intravaginale, c'est-à-dire sous l'insertion vaginale sur l'utérus, c'est-à-dire elle est dans la cavité vaginale. Alors pour la partie en haut, la partie supravaginale, elle présente les mêmes rapports que ceux du corps et de l'isthme qu'on a déjà étudié, alors que ce qu'on a la différence ici, c'est dans le segment vaginal. On a les rapports ici, on a en avant, on trouve le septum vésico-vaginal qui, par son intermédiaire, elle est en rapport avec le trigone vésical. C'est une structure interne de la vessie. Voilà. Et puis, en arrière, on trouve en arrière du col intravaginal, on trouve le cap de rectum. C'est une partie de rectum. Et latéralement, ici, normalement, on a le paravagin, qui est, comme son l'indique, latéral au vagin, qui s'appelle également le paracervix. C'est quoi le paracervix? C'est tout simplement le prolongement inférieur du paramètre. Voilà, on a déjà étudié les paramètres qui sont le segment inférieur du ligament large. Voilà les paramètres latéralement, qui sont latérales à col, voilà. Et on a également le fornix vaginal qui sépare le col utérin de la paroi vaginale. Voilà sur cette vue latérale pour bien voir les rapports de l'utérus. Voilà l'utérus. On va commencer par le corps de l'utérus. Voilà l'isthme. Ça c'est le corps. Les rapports du corps, on a dit que en avant on a la vessie dont elle est séparée par le cul-de-sac vésico-utérin. Voilà.
Et en arrière, on trouve quoi? On trouve le rectangle dont il est séparé également par un cul-de-sac, c'est le cul-de-sac de Douglas. Et on a dit que en haut, on a dit que pour sa face ou bien le fond, elle est en rapport avec ce qui est dans l'abdomen. On a le côlon, sigmoïde et les os intestinales. Et on a vu également que les bords, ou bien on a dit que latéralement on a les cornes en rapport en avant avec le ligament antérieur, le ligament rond, et en arrière avec le ligament autéro-ovarien. Et on a dit que sur les bords latéraux, ils ont un rapport avec le ligament large. Voilà, c'est tout ça, le ligament large qui est divisé en deux parties. On parle du corps, c'est-à-dire on parle de mésomètre. Et puis pour le col, on a dit que sa partie qui est supravaginale, elle est là, ça c'est l'isthme. C'est la partie supravaginale. Les rapports sont les mêmes que pour le corps. Alors que on a la partie intravaginale, les rapports diffèrent, mais toujours on a pour voilà, ça c'est la partie intravaginale, ça c'est la partie intravaginale du col. Elle est en rapport toujours en avant avec le vagin, avec la vessie. Voilà, ça c'est la partie on a ça, c'est le septum vésico-vaginal. Ça c'est le septum vésico-vaginal. Alors voilà, ça c'est la partie, on peut dire, intravaginale. Ça c'est le septum vésico-vaginal. Voilà. Et puis en arrière, on a la cape. Ça c'est la cape de le rectum en rapport avec la partie vaginale du col utérin. Et on a dit que ça c'est le paramètre, et on a un prolongement de paramètre qui s'appelle le paracervix ou bien le paravagin. Ça c'est le vagin. Ça c'est le paravagin ou bien le paracervix. Et on a plus en haut, on a le paramètre. Et plus en bas, on a dit que pour les rapports, on a le fournix, rapport de partie intravaginale du col. On a le fournix vaginal qui sépare, on a dit qu'il sépare quoi? Ça c'est le fournix. Le fournixeux, c'est la partie, on peut dire, qui est commune entre le vagin et l'utérus. Alors cette partie-là, ce fournixeux vaginal, il va séparer le col utérin de la paroi vaginale en bas. Voilà, sur cette image, cette coupe transversale, ça c'est la vessie, ça c'est l'utérus, ça c'est le rectum. On a vu que le corps il est en rapport avec la vessie en avant, dont il est séparé par un septum vésico-utérin. En arrière, avec le rectum par le col de sac de Douglas. Ce sont juste, les deux sont des plis de péritoine qui tapissent déjà le corps utérin. On a dit que latéralement, on trouve quoi? On trouve les ligaments larges, ça c'est le ligament large de l'utérus. Passons à la vascularisation. Commençons par la vascularisation artérielle de l'utérus. Alors, elle est assurée principalement par l'artère utérine, qui est une branche de l'artère iliaque interne. Alors, cette artère-là, l'artère utérine, il va se diriger verticalement, puis il va décrire une courbure à concavité supérieure pour par la suite croiser en avant avec l'urtère avant de rejoindre le bord latéral de l'utérus dans laquelle il va donner les rameaux longs pour le col et des rameaux courts pour le corps utérin. Alors ainsi, il vascularise toutes les parties de l'utérus. Alors, en plus de l'artère utérine, on a une vascularisation accessoire qui est assurée par l'artère ovarique. C'est l'artère gonadique chez la femme. Alors, rappelez-vous, l'artère ovarique, c'est une branche directe de l'aorte abdominale. On a l'artère ovarique gauche, l'artère ovarique droite. Et rappelez-vous que cette artère-là, l'artère ovarique, il va croiser l'urtère. Voilà, elle va croiser l'urtère en avant, en haut. Alors, pour la troisième artère qui assure accessoirement la vascularisation de l'utérus, c'est l'artère de ligament rond qui est une branche de l'artère épigastrique inférieure. Voilà l'artère épigastrique inférieure qui est elle-même une branche de l'artère iliaque externe. Alors voilà l'artère épigastrique droite
Et de l'autre côté, l'artère épigastrique gauche, toujours une branche de l'artère iliaque externe. Passons à la vascularisation veineuse qui est facile parce que les veines sont satellites aux artères. On a les correspondances de chaque artère. On a par exemple l'artère utérine. Alors, le retour veineux de l'utérus, il est assuré principalement par les veines utérines qui se déversent dans les troncs iliaques internes et accessoirement par les veines ovariques. Alors, les veines ovariques, rappelez-vous, on a la veine ovarique droite qui est située proche de la veine cave inférieure. Alors, elle va se jeter directement dans la veine cave inférieure, alors que la veine gonadique gauche, c'est-à-dire la veine ovarique gauche, elle est loin de la veine cave inférieure. Elle va se jeter tout d'abord dans la veine rénale gauche, et puis la veine rénale gauche, la veine rénale gauche, elle va se jeter dans la veine cave inférieure. Alors, on a pour le retour veineux, là, également et accessoirement par la veine du ligament rond qui se jette dans la veine épigastrique inférieure, puis dans la veine iliaque externe. Alors, pour le retour lymphatique, on a les lymphatiques du col qui se rendent au ganglion iliaque externe et au ganglion iliaque interne et au ganglion du promontoire, alors que les lymphatiques du corps se terminent en haut dans les ganglions latéraux aortiques. Alors, on a fini avec la vascularisation, on passe à l'énervation. L'énervation de l'utérus, il est assurée par le plexus hypogastrique inférieur qui va donner les nerfs utérins. Alors voilà, on a la vascularisation de l'utérus. Voilà notre utérus. On a le vagin, ça c'est la vessie, ça c'est l'urtère qui se prolonge depuis le rein jusqu'à la vessie. Alors on a dit que la vascularisation est essentiellement assurée par l'artère utérine. Voilà, ça c'est l'artère utérine qui vascularise l'utérus. Et cette artère-là, c'est une branche de l'artère ça, c'est l'artère iliaque commune avec l'artère iliaque externe et l'artère iliaque interne. L'artère utérine, c'est une branche de l'artère iliaque interne. Voilà, l'artère iliaque interne va donner notre artère utérine qui a un trajet qui est tout d'abord vertical, puis il devient horizontal pour décrire un arc. Cet arc-là a concavité supérieure. Voilà, l'arc à concavité supérieure. Et par la suite, il va croiser l'urtère. Il va croiser l'urtère en avant pour remonter par la suite, pour pénétrer par la suite dans le ligament large. Elle est là, le ligament large. Commençons par sa partie inférieure qui est dans ce ligament large. C'est là le ligament large. On a le paramètre, puis en haut, le mésomètre. Elle va pénétrer dans le paramètre et dans le mésomètre pour par la suite arriver à la face latérale de l'utérus. Voilà, sur cette coupe transversale, voilà, ça c'est l'utérus. Et ça c'est l'utérus, on a dit, il est entouré par le péritoine qui forme latéralement le ligament large. On a dit que l'artère utérine, il va traverser le ligament large pour arriver à la face latérale de l'utérus. Voilà l'utérus et on a dit que l'artère utérine, il va descendre de la veine iliaque interne, puis il va décrire une courbure ici qui est supérieure pour passer en avant de l'urètre. Et puis, il va pénétrer le ligament large pour arriver à la face latérale de l'utérus. Et on va voir des branches de cette artère-là tout au long de son trajet. On a une branche qui s'appelle l'artère cervico-vaginale pour le col et pour le vagin en bas. Ça, c'est l'artère cervico-vaginale. C'est une branche de l'artère utérine. On a également, ici, on a le premier rameau. C'est le rameau urétéral pour l'urtère. Et puis, ça c'est le rameau vésico-vaginal pour la vessie qui est là. Et le vagin, voilà. Le vagin. On a trois rameaux, trois branches collatérales de l'artère utérine. L'artère utérine, il va donner, au niveau du bord latéral de l'utérus, il va donner des branches pour le col. Il va donner des branches pour le corps. Avant de se terminer en trois branches terminales, l'artère du fond, l'artère rétrograde du fond, et ici on a l'artère ovarique médiale et l'artère tubaire médiale.
l'artère ovarique médiale et l'artère tubaire médiale, qui vont s'anastomoser en haut, avec l'artère tubaire latérale, une branche de l'artère ovarique, et en bas, avec l'artère ovarique latérale, c'est une branche toujours de l'artère ovarique. Voilà, on a l'artère utérine, qui est une branche de l'artère interne, l'artère iliaque interne. Elle va décrire un trajet vertical, puis une courbure dans laquelle elle va croiser l'urtère. Et par la suite, elle va pénétrer le ligament large, en commençant par le paramètre en bas. Il va pénétrer, ça c'est pour la portion 1B, c'est pour la portion paramétrielle parce que il va pénétrer le paramètre. Par la suite, il va pénétrer le mésomètre, c'est-à-dire les deux constituent le ligament large. C'est le 1C, c'est le segment mésométrial. Ça, c'est le segment pariétal parce que c'est en rapport avec la paroi pelvienne ici, les os, etc. Alors, pour l'artère utérine, on a dit qu'il va irriguer toute l'utérus, le col et le corps. Il va se terminer en haut par 3 branches. On a cette branche-là, voilà, sur cette vue, ça c'est l'artère utérine, ça c'est l'utérus. Et voilà ça, c'est quoi? C'est une terminaison, c'est ce qu'on appelle l'artère rétrograde de fond. Voilà, l'artère rétrograde de fond, pour le fond de l'utérus. Et on a l'artère ovarique médiale. Et on a l'artère tubermédiale. Ces deux artères, l'artère ovarique et l'artère tubermédiale, elles vont s'anastomoser avec ici, c'est avec l'artère ovarique latérale. C'est une branche de l'artère ovarique ou bien c'est l'artère gonadique de la femme. Et en haut, cette artère, elle va s'anastomoser avec l'artère latérale, qui est une branche également de l'artère ovarique. Alors ça, c'est la trempe et on parle tuber, c'est par rapport à la trempe. Alors, sur cette image, c'est l'artère utérine et la terminaison, on a dit, va se terminer en 3 artères, l'artère rétrograde du fond utérin. Et puis, on a ici, c'est l'artère ovarique médiale qui va s'anastomoser avec l'artère ovarique latérale. C'est une branche de l'artère ovarique. Ça, c'est l'artère ovarique. L'artère ovarique, c'est une branche directe de l'aorte abdominale. Alors, il va donner également en haut l'artère tubaire latérale qui va s'anastomoser avec l'artère tubaire médiale, c'est une branche terminale de l'artère utérine. Et pour le retour veineux, on a les veines utérines vont être drainées par l'artère utérine, par la veine utérine, voilà la veine utérine vers la veine iliaque interne. Et pour le retour lymphatique, il est assuré pour le col par les lymphonodes iliaques externes et les lymphonodes iliaques internes et les lymphonodes du promontoire. Et pour le corps, il est en haut, il est assuré pour le retour lymphatique, il est assuré par les lymphonodes latéraux aortiques. L'énervation de l'utérus, il est assuré par les nerfs utérins qui proviennent de plexus hypogastrique inférieur.